Père, lui, c'était très important pour lui que j'ai de bonnes notes. Il a toujours dit que le plus important, c'est le rang, c'est pas la moyenne. Wow. Quand on finit 2 fois major national, on ne se dit pas je suis la fille la plus intelligente de la Côte d'Ivoire. En toute honnêteté. Non, pas du tout. Là, quand j'ai pas eu l'X, franchement, c'était une grosse claque. Parce que je pense qu'arrivé un moment, je voulais plus forcément aller à l'X parce que je le voulais, mais parce que tout le monde autour de moi voulait que j'aille à l'X. Il faut que vous ayez des moments pour vous reposer. Il faut qu'ils comprennent surtout que le repos fait partie de la préparation. Major national au BEPC ivoirien en 2018. 3 années plus tard, major national au baccalauréat en 2021. Elle fait ensuite le choix d'intégrer l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro, où elle fait 2 années de classe préparatoire mathématiques physique. Après ce parcours exigeant, elle fait le choix d'intégrer l'ESTP Paris, où elle poursuit aujourd'hui sa formation avec un parcours en double diplomation entre l'ESTP Paris et Centrale Supélec. Tout récemment, lauréate de la toute première édition du prix d'excellence de l'étudiant africain, notre invité du jour fait partie de cette jeunesse dynamique, ambitieuse et déterminée. Elle n'est donc presque plus à présenter. Kenza Yassoua, bonjour et bienvenue dans Hautecast. Bonjour Photo. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, c'est un plaisir pour moi d'être là. Chers abonnés, cela fait maintenant 1 an que nous avons lancé Hautecast. Et contrairement à ce qui se passe sur nos réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur LinkedIn et sur TikTok, où vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, sur YouTube, nous ne sommes que à une 60aine d'abonnés. Alors je vais vous demander de faire un geste très simple. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez-la auprès de vos amis et familles afin de nous encourager à vous fournir des contenus de plus en plus de qualité. Comment vas-tu, Kenza? Ça a été le voyage? Oui, ça a été. Franchement, ça s'est bien passé. C'est un plaisir pour moi d'être à Angers. C'est la première fois que je viens ici. Okay. Avec la chaleur, tu n'as pas trop eu de problèmes en route? Non, ça va. Hein. Ça va. Franchement, il ne fait pas très chaud aujourd'hui. Le temps est juste comme il faut. Ok. Alors pour le coup, cet épisode, nous avons décidé en fait de structurer en 4 parties. Dans la première partie, nous allons aborder ton enfance. Quel type d'enfant Kenza était quand elle était encore plus jeune. Dans la seconde partie, nous allons parler bien sûr de ton parcours académique. Là, nous allons plus rentrer dans les détails. Tout ce que tu as connu comme prix, tes réussites, mais aussi parler aussi de tes échecs scolaires. Et dans la troisième partie, nous allons aborder Kenza, c'est-à-dire quand on lui enlève cette casquette de fille brillante, qui est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Et la seconde partie, que je pense que nos abonnés vont le plus adorer, c'est la partie FAQ. En réalité, nous avons décidé donc de réaliser une petite enquête auprès des amis de Kenza dans le but d'apprendre à la connaître. Donc, sans plus tarder, Hautecast, c'est maintenant. Alors, dis-nous Kenza, Albert Einstein aujourd'hui, qui est l'un des pionniers, j'ai envie de dire, de la physique, enfant était quelqu'un de plutôt timide, plutôt calme. Ses parents disaient que jusqu'à l'âge de 3 ans, c'était quelqu'un de solitaire. Donc la question que j'aimerais te poser n'est pas dans le but de te comparer à Einstein, mais de savoir quel type d'enfant est-ce que tu étais encore plus jeune. Est-ce que tu faisais partie de ces enfants-là, plutôt calmes, studieuses, ou bien, comme tout bon enfant, hein, tu t'amusais, tu profitais de la vie? Franchement, moi, j'aimais beaucoup m'amuser. Hein. Je pense que j'étais une enfant assez turbulente de ce que ma mère me raconte souvent. J'aimais jouer, j'aimais courir partout, tout ça. Et je dois dire que ça a changé au moment où j'ai été grande sœur, qu'il y a ma petite sœur qui est arrivée. Là, je me suis rendu compte que toute l'attention n'était plus forcément portée sur moi. Et ça m'a emmenée à changer petit à petit et à devenir un peu plus concentrée, focus. Ok. Donc, si je comprends bien, tu es l'aînée de ta famille? Non, pas du tout. Okay. Je suis la 4e d'une fratrie de 5 enfants. 5 enfants, ok, Oui. C'est bien ça. Mais dis-nous, le fait d'avoir, j'ai envie de dire, des petites sœurs, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que quelque part on ressent, j'ai envie de dire, cette pression familiale, comme quoi il faut que j'assure, il faut que je travaille bien pour constituer non seulement un modèle pour les plus jeunes, mais aussi travailler dur pour me trouver une place au soleil et, comme on le dit en Afrique, mettre les parents à l'abri? C'est vrai qu'avoir une petite sœur, souvent, ça peut t'emmener à te dire que c'est vrai, tu es la grande sœur, tu dois être le modèle et tout.
Mais franchement, je dois dire que je me suis jamais vraiment préoccupée de ça parce que je pense que ça allait un peu de soi. Ok. Voilà, j'essayais de toujours bien faire, pas uniquement parce que je suis grande sœur, mais aussi, voilà, parce que c'est ce que je voulais, quoi. Ok. Voilà. C'est bien. Mais dis-nous, quand aujourd'hui tu fermes tes yeux et que tu repenses à ton enfance, dans quel environnement est-ce que tu as grandi? Est-ce que tu penses que quelque part, l'environnement dans lequel tu as grandi a contribué à faire de toi la personne que tu es aujourd'hui? Oui, je pense parce que j'ai un père qui était déjà très, très porté sur les résultats, même quand j'étais au primaire et tout. Ma mère, un peu moins. Elle, c'est surtout quand je suis arrivée au collège. Mais mon père, lui, c'était très important pour lui que j'ai de bonnes notes. Ok. Et lui, il a toujours dit ça, c'est quelque chose que je vais jamais oublier. Il a toujours dit que le plus important, c'est le rang, c'est pas la moyenne. Wow. Ouais, il a dit que tu peux être premier de classe avec 11 de moyenne, mais tu es toujours premier de classe. Alors que tu peux être 15e sur 30 élèves avec 17 de moyenne. Et dans ce cas-là, tes 17 n'ont pas autant de valeur que les 11 de l'autre premier de classe. Ouais. Voilà, donc il a dit que pour lui, le rang, c'était le plus important. C'est pour ça que j'essayais toujours voilà, de privilégier le rang à la moyenne. Ouais, mais ça, c'est bien. Parce que très souvent, on n'en parle pas. Hein. Quand on voit les étudiants réussir, on a tendance à les aduler, tout en oubliant le travail que les parents ont fait derrière. Donc, chers parents, ça, c'est quelque chose qui est vraiment sérieux. Quand vous appelez, par exemple, vos enfants, plutôt que de passer le temps à demander quels sont vos résultats scolaires, essayez aussi, ça, on va en revenir, de prendre de leurs nouvelles. Est-ce que ça va à l'école, ça va? Est-ce que ton père, dis-nous, il faisait partie de ces parents-là, justement, qui apprenaient de tes nouvelles? C'est-à-dire, plutôt que de te dire, Kenza, sois toujours première de classe, c'est quelqu'un qui se souciait beaucoup de ta santé mentale. Ouais, beaucoup. Mon père comme ma mère. Bon, mon père, lui, je dirais, surtout quand je suis arrivée en terminale, au lycée, bon, je sais que je saute un peu, mais j'avais beaucoup de pression et tout, beaucoup de pression qui venait peut-être de moi-même et de l'entourage. Et franchement, il m'encourageait, il me disait, c'est pas grave et tout, vas-y. En tout cas, il privilégiait ma santé mentale plutôt que forcément les résultats, quoi. Il me disait souvent, tu n'as plus rien à prouver et tout, et que ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. En tout cas, il essayait de m'encourager. Même chose du côté de ma mère aussi. Elle aussi, pour elle, le mental, ça a toujours été très, très important parce que si on n'a pas le mental, on peut pas. Ouais, On peut pas, tu peux avoir tous les résultats, avoir tous les objectifs du monde, mais si tu n'as pas le mental qu'il faut, ça va pas aller. Donc, franchement, à ce niveau-là, mes parents se souciaient beaucoup, beaucoup de moi. Ok. Tu sais très bien, on le sait tous, que très souvent, quand on est une fille excellente, quand on travaille bien à l'école, très souvent, on n'aime pas se mélanger, j'ai envie de dire, aux gens du quartier. C'est-à-dire des gens, par exemple, qui ne sont pas à l'école, ça ne va pas trop. On n'aime pas trop sociabiliser avec tout le monde. Est-ce que toi, dans le quartier, dans l'environnement dans lequel tu as grandi, est-ce qu'il y avait des enfants avec qui tu t'amusais ou bien tu étais plutôt une fille qui aimait passer son temps à la maison, étudier, pas se mélanger à tout le monde? Bon, je dirais pas se mélanger à tout le monde parce que j'ai jamais fait de différence entre les personnes. J'ai toujours, du moment qu'il y a le bon feeling et tout, ça va, quoi. Je vais pas regarder celui-là, est-ce qu'il est premier ou celui-là, est-ce qu'il s'en sort à l'école ou celui-là, non, pas du tout. Mais je dois dire que je suis pas une personne qui aime tout le temps sortir ou tout le temps aller s'amuser et tout. Okay. Voilà, j'aimais bien rester à la maison, réviser, me poser et même pendant les vacances, ça c'est un petit truc que je faisais. J'aimais bien travailler, essayer de prendre un peu d'avance sur l'année qui suit et tout. Donc, les choses. Voilà, j'essayais d'anticiper. Parce que pour moi, le meilleur moyen de pouvoir garder le contrôle, c'est d'anticiper. Effectivement. Voilà, donc c'est ça. Tout comme Marie-Dominique, qui est notre animatrice, tu fais de l'école une passion. Je pense que oui. Ces dernières années, on me l'a souvent reproché. Parce qu'on me dit que bientôt l'école c'est fini. Donc si tu mets tout ce que tu es dans l'école, après une fois que l'école sera finie, tu vas plus trouver de repères. Donc bon, j'essaie de faire autre chose aussi, mais sinon oui. L'école a toujours été un genre de passion, on va dire peut-être d'échappatoire pour moi. Voilà, parce que j'aime bien étudier, j'aime bien apprendre de nouvelles choses, tout ça, dans un cadre et tout. Ouais. Moi, j'ai envie de savoir.
l'excellence par laquelle aujourd'hui on t'identifie, c'est à partir de quelle classe est-ce que tu as eu ce déclic? Est-ce que c'est parti de, je sais pas, la classe de CM2 ou la classe de 6e que tu t'es dit, ok, il faut désormais que je bosse dur pour que je sois toujours la première de ma promo? Bon, déjà, ça a commencé au primaire. Quand j'étais en classe de CE1, je me souviens, avant ça, j'étais toujours dans le top, on va dire top 10. Okay. Mais je ne visais pas forcément le top 5 ou le top 3 ou même le top 1. Et je me souviens, en CE1, j'ai été première de ma classe une fois. Et franchement, ce n'est pas forcément quelque chose que je recherchais. Ça m'est arrivé comme ça. Et quand j'ai vu après l'impact que ça a eu sur mes parents et tout, ils étaient tellement contents, tout ça. On me citait un exemple et tout. Franchement, ça m'a fait plaisir. Okay. Après ça, fin de CE1 et tout, bon... J'étais première une fois et tout, mais je ne savais pas trop comment ça marchait. Donc, après, je suis redescendue. Et quand je suis arrivée en CE2, CM1, là, je me suis dit, il faut que j'essaie de rester dans le top 3. Okay. C'était ça, top 3. C'était toujours ça, jusqu'à ma classe de CM2, top 3. Top 3, ok. Quand je suis arrivée en 6e, 5e, top 3, top 2. Et quand je suis arrivée en 4e, c'est vraiment là que je me suis dit, c'est bon, parce que j'étais tout le temps 2e. Vu que je visais le top 3, 2e, ça rentre dans le top 3. J'étais tout le temps 2e. Et à un moment, je ne voulais plus de ça. Okay. Quand je suis arrivée en 4e, je me suis dit, cette année, je serai première. Okay. Et c'est là que, franchement, ça a changé. Ouais, c'est là. Non, mais c'est bien. Je pose la question parce que, tout comme toi, hein, moi, je n'ai pas dit qu'aujourd'hui, je suis un étudiant excellent. Mais c'est à partir de la classe de 4e, je suis allé passer mes vacances donc, chez mon papa. Avant, je n'aimais pas trop les maths. Donc, quand je suis allé passer mes vacances chez lui, il m'a enseigné 2 ou 3 choses en notation scientifique. Ouais, tu vois un peu. Donc, quand je suis parti rentrer à la rentrée scolaire, j'ai fini major de ma promo. Et depuis ce jour-là, j'ai décidé de garder ce rang jusqu'en classe de terminale. Avant, bien sûr, de tomber à l'INP où tout est devenu le chaos. Bon, là, on va en venir. Donc, on arrive en 2018. D'après la DECO, la direction des examens et concours en Côte d'Ivoire, l'organe en charge d'organiser les examens et puis concours en Côte d'Ivoire, il y a eu, cette année-là, 376 819 candidats qui ont été inscrits au BPC. Et dans ce gros lot-là, il y a eu 226 619 admis, soit un taux de réussite de 60,14%. Et toi, tu finis major national. Je n'ai pas dit major local, pas major de ta classe, mais major national. Qu'est-ce que ça fait, Kenza, d'être major de son pays? C'était une très grande joie. Peut-être que je peux qualifier ça d'allégresse ou de béatitude, je ne sais pas. Oui. Mais franchement, j'étais très, très heureuse parce que c'est quelque chose que je voulais. Ouais. Voilà, c'est quelque chose que je voulais parce que j'ai eu certains modèles dans mon entourage, pas très loin de moi. Comme qui, par exemple? Comme Atumbre Angela. Ok, je ne la connais pas vraiment, mais oui. Dans mon lycée, elle était très, très, très forte. Okay. Et elle a été, je me souviens, j'étais en 5e. Qu'on m'a dit qu'elle a été la première au BEPC national. Ouais. Et à la base, moi, je savais pas ce que c'était, j'avais jamais entendu parler de ça. Ouais. Et le fait qu'on me dise ça, que je vois que c'est une fille qui était dans mon école, c'est-à-dire dans le même cadre que moi, qui avait réussi à atteindre ce niveau-là, ça m'a fait me dire, mais peut-être que c'est possible pour moi aussi. De le faire. Voilà, de le faire. Donc, franchement, c'est quelque chose que je voulais beaucoup. Je pense que j'ai eu plein de modèles qui m'ont inspirée. Comme une autre de mes amies qui s'appelle Amouakon Grace Emmanuela, qui a fait le MPT. Et elle, quand on était en classe de 4e, elle a été la meilleure, elle a eu la meilleure moyenne en 4e depuis que le MPT avait été créé. Et elle a eu un prix de la part du président. Wow. Et franchement, tout ça, ça m'a inspirée. Ouais, mais la même année, elle a été la Miss Maths. Wow. Ouais, et franchement, je pense que le fait d'avoir des gens comme ça à côté de moi, c'est ça qui m'a fait vouloir avoir cette distinction-là. Non, mais comment j'ai envie de dire, tu t'es senti après? Parce que je suppose que tu as été récompensé. Tu as reçu un prix de la part du président, tout comme eux. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement cette année-là? Les prix que tu as reçus, est-ce que tu es passé à la télévision, par exemple, à la RTI, pour parler en gros de ton parcours? Oui, je suis passée. Bon, c'était vite fait. C'était le jour de la cérémonie. On m'a filmé à la fin et j'ai donné mes impressions, tout ça. Franchement, c'est ça, hein, c'est la joie, la fierté. Mais je dois dire qu'après, ça met un peu de pression quand même. Ouais, surtout ça. C'est ça, parce que tu as atteint un certain niveau et après, peut-être,
aux yeux des autres, ce serait peut-être mal vu de descendre après ça. C'est sûr. Voilà. Mais sinon, franchement, j'étais vraiment contente et je me suis dit, faut pas que je baisse, quoi. Voilà, faut que je continue les mêmes efforts. J'étais très reconnaissante envers Dieu Oui. parce que, franchement, ça n'aurait pas été possible sans lui. Je me souviens, ma maman m'a dit, sur combien de familles, pourquoi c'est notre famille que Dieu a choisie. Oui. Voilà. Et franchement, voilà, c'était vraiment une fierté, une joie. Ouais. L'année prochaine, mon petit frère sera en classe de 3e. Quel conseil est-ce que tu aimerais lui donner? Quel conseil tu aimerais donner à tous ces enfants qui, l'année prochaine, seront en classe de 3e et donc seront amenés à présenter le BEPC? Quelle discipline tu leur conseilles? Quelle méthode de boss est-ce que tu leur conseilles justement donc, pour pouvoir avoir le même prix que tu as eu en 2018? Bon, déjà, tout à l'heure, j'avais parlé de mental. Ok. Donc, la première chose que je peux te donner comme conseil, c'est de toujours se fixer des objectifs hauts. Okay. Parce que je me souviens, ma même amie qui s'appelle Amakon, Grâce Emmanuela, m'avait dit une fois, visons la lune, on aura au moins les étoiles. Ouais. Et je pense que ça, c'est un très bon conseil. Il faut toujours viser haut. Parce que si dès le départ, tu veux te contenter du peu, tu auras toujours le peu. Donc, vise le haut. Si vous voulez avoir des mentions et tout, visez les mentions. Visez la mention très bien. Pourquoi pas la mention honorable? Ouais. C'est possible. Une fois que c'est OK dans ta tête, oui. Après, le reste de ton corps suit le mouvement. Oui. Ensuite, c'est vraiment de ne pas se limiter au niveau de eux-mêmes leurs propres capacités. Ne pas se dire que ça, c'est trop dur pour moi. Non. Moi, je pense jusqu'à avant la classe de 4e, j'ai toujours détesté apprendre mes leçons. Okay. Toujours. C'est-à-dire tout ce qui était EDHC, histoire, géo, tout le reste, SVT, j'aimais pas. Du coup, c'est pour ça que je bossais surtout les maths, la physique, parce que ça ne demande pas forcément de retenir des choses par cœur. Effectivement. Voilà, mais ça te demande juste de réfléchir et de trouver ce qu'il faut. Mais quand je suis arrivée en 4e, je me suis dit, peut-être que c'est à cause de ça que je n'arrive jamais à atteindre la place de première. Parce que tous les points de EDHC, SVT, histoire, géo que je laisse tomber là, il y a d'autres personnes qui les prennent. Voilà. Donc, faut pas se limiter. Ne te dis pas que tu pourras pas apprendre et tout et que c'est trop long, que ça va te prendre trop de temps. Ça prend jamais trop de temps. Ouais. Ça va, c'est possible. C'est possible. Moi, franchement, en 3e, je pense que je suis arrivée top de la plupart des matières qu'il y avait en classe. Wow. Parce que j'avais justement cette rage-là. Voilà, donc faut pas se limiter. Ok. Mais dis-moi, d'où naît cet amour-là que tu as pour les mathématiques et puis la physique? Est-ce que c'est le parcours d'un grand frère, c'est pas d'une personne dans la famille, peut-être ton papa est professeur de mathématiques, qui t'a inspiré justement donc à toujours vouloir exceller dans ces sciences-là? Bon, c'est pas le parcours de quelqu'un, oui. Mais mon père a toujours aimé les gens qui s'en sortaient bien en maths. Okay. Il m'a toujours dit, moi franchement, quand j'étais au collège, il m'a toujours dit, moi, c'est les maths, que je veux que tu sois dans le top en maths. Donc, la plupart des efforts que je faisais, c'était dans les maths. Okay. Et il me disait toujours que quand tu es bon en maths, le reste suit. Et franchement, c'est ça que j'ai suivi. Donc, en vrai, c'était surtout pour lui faire plaisir au début que je voulais forcément bien travailler en maths. Et après, j'ai fini par aimer les maths. Ouais, c'est ça. Donc, après la classe de 3e, naturellement, tu vas en classe de seconde C. Est-ce que c'était un choix qui était prémédité ou bien c'est un professeur, parce qu'il y a beaucoup de professeurs qui le font, c'est pas quelle relation est-ce qu'ils ont avec nos parents, mais les après-midi, c'est eux qui viennent. Mon ami, ta fille, elle est très intelligente, il faut la mettre en seconde C. Est-ce que c'était le cas ou bien toi, tu avais déjà un chemin tracé? Ouais, moi, c'était déjà... c'était depuis que j'étais au collège, genre 4e, 5e et tout, que je voulais aller en seconde C. Hein. Ouais. Parce qu'on m'avait dit, j'ai demandé à mon papa, au lycée, là, c'est où qu'on fait les maths? Il m'a dit, c'est la seconde C. Il m'a dit que lui aussi, il avait fait la seconde C. Ouais. Voilà, donc c'était ça dès le départ. Et justement, les efforts que je faisais en maths, physique et tout, c'était justement pour pouvoir m'aider à passer facilement ce cap-là et aller en seconde C. Ouais. Et donc, d'accord, tu fais la seconde C, la première C, et tu arrives en terminale C. Là encore, tu finis encore une fois de plus major national. Bon, la première fois au BPC, tu pourrais te dire, bon, peut-être c'est le fruit, en tout cas pour ceux qui ne te connaissent pas, ils allaient dire, bon, peut-être c'est le fruit du hasard. Mais tu viens encore une fois de plus confirmer que tu es encore présente. Est-ce que quelque part, quand on finit 2 fois major national, on ne se dit pas, je suis la fille la plus intelligente de la Côte d'Ivoire? En toute honnêteté. Non, pas du tout.
Ok. Pas du tout, parce que je sais déjà que... Enfin, j'ai toujours su que le premier de classe n'est pas le plus intelligent. Ok. Le premier de classe, c'est peut-être celui qui fournit le plus d'efforts de façon la plus équilibrée, je pense. Ou de façon, je ne vais pas dire la plus intelligente, mais en tout cas de la meilleure façon possible. C'est ça. Le premier de classe, ce n'est pas une personne qui est là, je sais pas, qui bosse à fond quelque chose et tout, qui laisse d'autres trucs. Le premier, lui, il laisse aucun point. Ouais, généralement, il laisse rien. Ouais. C'est ça. Et il essaie de ne pas faire des erreurs que tout le monde peut faire. Parce que souvent, il y a des petites erreurs qui te coûtent cher après. Et le premier, lui, vraiment, il essaie de maîtriser et de ne pas faire ces erreurs-là. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Ok. C'est de pouvoir, quand tu connais, trouver parfaitement ce que tu connais. Wow. Si tu connais pas, c'est pas grave. Mais il faut que ce que tu connais, tu puisses prendre la majorité des points là-bas. Wow. Et je pense que la plupart des premiers, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Ouais. Ouais. Mais c'était quoi, toi, ta philosophie, justement? Comment ça? Quelle philosophie est-ce que tu avais, notamment en classe? Est-ce que tu te disais qu'il fallait être forcément la première de la classe, ou bien tu avais justement, disons, tu disais, bon, c'est pas grave, du moment où je suis bon en mathématiques ou en physique, ça va? Non, être bon en maths et en physique, ça ne me suffisait pas. Ouais. Franchement, j'avais ce profond désir-là d'être la première. La première. Ouais, et quand en terminale, au bac C, moi, je ne cherchais pas forcément à être première de la Côte d'Ivoire encore, parce que je me disais, c'est un genre de grâce qui n'arrive qu'une seule fois dans la vie. Mais ce que je voulais, c'était être la première du bac C. Okay. Ça, franchement, c'est ce que je voulais vraiment au plus profond de moi. Parce que généralement, la plupart des promos qui étaient passés à un moment, à chaque fois que je voyais les premiers, c'était des garçons. Ouais. Et je voulais être une fille première au bac C. Ouais. Parce qu'on dit que c'est une série qui est dominée par les hommes et tout. Ouais. Et moi, c'était important pour moi d'être la première au bac C. Voilà, et après, le reste a suivi. Franchement, c'était une grande surprise. Justement, là, je t'emprunte les mots. Parce que ce qui se passe généralement, hein, je ne sais pas si ça a été le cas dans ton école, mais en Côte d'Ivoire, de façon générale, quand un étudiant, en tout cas un homme, décide de faire la série A, on le voit en ça. En gros, tu vois de quoi je parle? Parce que la série C, on dit, bon, c'est pour les vrais hommes, la série A, c'est pour les filles. Donc, tu viens en fait briser ce stéréotype qu'il y a en fait. Donc, c'est déjà très bien. Donc, après le bac, tu fais le choix d'intégrer l'INPHB. Pour ceux qui ne savent pas, l'INPHB, c'est la deuxième meilleure école d'Afrique francophone après le Maroc. Je ne sais pas si le rang a changé, mais tu fais le choix en fait d'intégrer l'INPHB. C'est un choix qui était préparé, ou bien tu avais d'autres options et tu as décidé d'aller à l'INP? Quand j'ai eu le bac, je pense que j'avais 3 options. Ok. Soit aller à l'ESTEM Ouais. au Maroc, ouais, pour une prépa. Bon, déjà, moi, je voulais faire un G. Okay. C'est ce que je voulais. Je n'avais pas forcément d'ambition en école de commerce ou quoi que ce soit. C'était école d'ingé. Voilà, donc, soit il y avait l'ESTEM, il y avait aussi Blaise Pascal, la prépa de Blaise Pascal, Okay. et il y avait la prépa de l'INPHB. Okay. Voilà, donc finalement, j'ai choisi l'INPHB parce que je me disais que ça pouvait être bien déjà d'être dans un environnement où il y a plein de gens qui sont forts. Et aussi le fait qu'il y ait autant de possibilités à l'INPHB. Ouais, les concours, justement. Voilà, les concours. Et même le fait de pouvoir rester après à l'INPHB ainsi que l'ING, de l'INP, qui est vraiment très bien aussi. Voilà, c'était vraiment à cause surtout du nombre d'opportunités que l'INPHB m'offrait après que j'ai choisi d'aller à l'INPHB. Ok, donc tu arrives à l'INPHB, comme tu l'as dit, c'est une école où il n'y a que l'excellence académique. C'est-à-dire qu'on prend les meilleurs au bachelier, au bac autant pour moi, on les met dans une école et il y a plusieurs classes préparatoires. Toi, il y avait des classes préparatoires à notre époque, ECS, il y avait MPSI, BCPST. Pourquoi tu fais le choix justement d'aller en MPSI et pourquoi pas en ECS? Parce que je trouve que c'est ce qui se rapprochait le plus de ce que j'aimais, les maths. Et c'était la filière dans laquelle on faisait le plus de maths. Et je dois dire aussi que pendant mon secondaire, j'ai participé au stage de préparation pour les Olympiades de mathématiques, voilà. Et j'ai été dans un environnement aussi où il y a plein de gens après qui sont allés en prépa MPSI, MP. Donc bon, pour moi, c'était naturel, quoi. C'était naturel que c'est là-bas que je devais aller. Donc, tu arrives à l'INPHB. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais moi, la chose qui m'a le plus marqué, nous qui avons fait la prépa BCPST, je sais que mes amis, ceux qui me regardent le savent, il y a M. Adjoumani qui est là. Premier jour de cours. Je ne sais pas si tu l'as connu. Il nous sort de ses formules, de la chimie. Tu vas au lycée, tu étais bon en physique, 18 en physique et tout.
Et tu arrives en prépa, tu tombes sur M. Adjoumani, qui vient justement te donner un coup, tu te dis, ah, je suis dans quoi? Donc moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui m'a le plus marqué, c'est pas le 21 septembre, on avait une rencontre avec monsieur le ministre, M. Adama Diawara, à l'amphi Ezan Akele. Et il a fait un coup de, comme il aime si bien le faire, un coup de mécanique du point, un truc comme ça. Donc on est assis, il pose des questions, et je vois que dans la salle, dans l'amphi, il y a des étudiants qui répondaient. C'est-à-dire que le coup était abstrait, on est d'accord, c'était un coup qui faisait en l'air comme ça, il pose des questions, et puis je voyais des gens répondre. Moi, je me suis dit, attends, je me suis mis dans quoi? C'est dans quoi est-ce que je me suis mis? Donc, quelles étaient en fait tes premières impressions? Première impression quand vous avez fait le premier cours de mathématiques ou bien de physique. Est-ce que quelque part tu t'es dit que suis-je toujours à ma place ou bien j'ai fait le bon choix? Honnêtement, en première année, je me suis jamais posé la question de si j'étais à ma place. Ouais. C'est vrai que c'était difficile, mais je me disais que de toute façon, c'était gérable. Ouais. Ouais. C'est ce que je me suis toujours dit. En tout cas, en première année, oui, je me disais toujours que même si c'est dur, faut juste que tu aies le temps de stabiliser ça, quoi. Ouais. C'est ça. Faut pouvoir stabiliser ça en chambre. C'est tout. Une fois que tu as stabilisé, c'est fini. Ouais. Peu importe la difficulté, tu pourras toujours comprendre, tu pourras toujours t'en sortir. Donc, franchement, c'est comme ça que je réfléchissais. Ouais, que donc, je voyais les choses. Justement, au premier semestre, je pense que tu as fini major encore une fois de plus. Ouais. Ta promo. Donc, vous venez en France, monsieur, voilà, pour faire un séjour d'études. Oui. Et après, est-ce que, bon, on est d'accord. Major BPC, major baccalauréat. Une fois à l'INP, dans une école où il n'y a que des meilleurs, tu finis major au premier semestre. Sois honnête. Est-ce que tu t'es pas dit que cette fois-ci, ça vient confirmer que je suis la boss des boss? Toujours pas. Ah. Parce que, non, c'est vrai. Parce que à chaque fois, je mets toujours une grande partie de ce que je veux accomplir dans les mains de Dieu. Donc, au final, j'accepte ça comme une grâce. Et pas forcément comme, je sais pas, une preuve que je suis trop forte, quoi. Parce que même, je sais que, même en étant premier de classe, tu as certains amis que tu vois dans ta classe, tu sais qu'ils ont peut-être un meilleur niveau que toi dans certaines choses. Donc, tu sais déjà que tu n'es pas, si tu étais premier, c'est pas parce que tu es le plus fort, mais c'est parce que c'est peut-être toi qui méritais cette place-là à ce moment-là. Voilà. Parmi de classe, en fait, tu fais référence à qui, par exemple? 2 ou 3? Oh, il y en avait tellement. Ouais. Il y avait Kiberté. Lui, il est à l'X en ce moment. Ouais. Il y avait Bolibi. Ça, c'est ma classe de MPSI. Hein. Ouais. Il y avait Diomandé, Sarah Fatim. Ouais. Il y avait Kwasi Frank Wilson. Ouais. Lui, on vient de Divo ensemble. Ouais. Lui, il était très, très fort en maths. Il y avait Camara. Fodé, lui, il était très, très fort en physique. Il y avait plein d'autres, vraiment. Donc, justement, je ne sais pas si au bon milieu de la première année, je crois, on vous prépare pour faire les classes primes, si je ne me trompe pas. Donc, pour vous préparer donc, au concours d'entrée à l'X Polytechnique. Donc, la deuxième année, tu étais en classe étoile. Tu as préparé le concours d'entrée à l'X Polytechnique. Oui. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Comment est-ce que tu t'es senti à ce moment-là? Est-ce que tu t'es dit que c'est parce que tu n'as peut-être pas bien bossé comme il fallait, ou bien il y avait un petit truc justement qui t'a manqué tout au long de la préparation? Bon, déjà, quand j'ai pas eu l'X, franchement, c'était une grosse claque. Ouais. Parce que je pense qu'arrivé un moment, je voulais plus forcément aller à l'X parce que je le voulais, mais parce que tout le monde autour de moi voulait que j'aille à l'X. Okay. Tu vois? Et le fait de n'avoir pas eu le concours a fait qu'il y a plein de gens qui ont parlé et tout. Limite, même les gens commencent à avoir un peu pitié de toi. Oh, non, mais c'est vrai. Hein. Ouais. Ils commencent un peu à avoir pitié de toi et tout parce que tu n'as pas eu le concours et tout. Les gens te disent qu'ils sont déçus et tout. Franchement, c'était qui, par exemple, qui a dit que... Oh, bon, il y a plein de choses que j'ai entendues. Les gens ne vont pas venir te dire ça directement, tu vois. Mais il y a des gens qui vont te dire, oui, les gens disent ça et tout. C'est des bruits de couloir. Voilà. Okay. C'est ça. Et franchement, tu avais demandé si... Non, en gros, quand le concours n'a pas marché, comment est-ce que tu t'es senti? Ouais, est-ce que je pense que je n'avais pas eu ce qu'il fallait? Bien préparé, voilà, le concours. Voilà, est-ce que je n'avais pas bien préparé, voilà. Je ne pense pas. Honnêtement, moi, je pense que j'ai donné le meilleur de moi. Et à la fin, quand j'ai pas eu, franchement, j'ai pris ça comme l'X, c'est pas fait pour toi. Okay. Voilà. Parce que après, l'X, c'est pas forcément la meilleure école du top mondial, en fait. Okay. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, bon, si je suis pas entrée à l'X, peut-être que j'irai à Harvard. Et ça, c'est mieux. Ouais. Tu vois? Voilà. En tout cas, c'est toujours comme ça que je prends, Et franchement, je pense que ça m'a aidé. Le fait d'avoir vu ça comme ça, ça m'a aidé après à me dire que voilà,
si après je veux pouvoir tenter le MIT ou je sais pas Wow. quoi d'autre, faut que je continue de me donner comme je me suis toujours donné. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai que ça a été difficile ce moment-là, mais je me suis pas laissée abattre. Hein. Franchement, c'est vrai que le meilleur était encore à venir. Ok. Il y a Lafouine qui disait justement que si l'échec casse la boussole, tu peux toujours suivre les étoiles. Donc tu fais le choix par la suite d'intégrer l'ESTP Paris. Est-ce que c'était une deuxième option que tu avais, disons, calée en attendant que, au cas où le concours d'entrée à X Polytechnique ne marcherait pas? Oui, il y a plusieurs écoles comme ça. Enfin, je pense qu'il y a deux écoles comme ça pour lesquelles je voulais passer les concours quand j'ai pas eu. Enfin, en même temps, parce que nous tous quand on doit passer les concours, c'est vrai peut-être que tu peux avoir un bon niveau en classe, mais tu sais que un concours c'est un concours, c'est pas un examen. Il y a pas une moyenne qu'il faut pour passer. C'est-à-dire si on veut prendre 10 personnes, si 10 personnes étaient meilleures que toi, c'est ces 10 personnes-là qui passent. Effectivement. Voilà, donc tous ceux qui devaient passer le concours de l'X avaient aussi d'autres concours qu'ils ont sécurisés à côté, enfin qu'ils ont décidé de passer aussi à côté. Donc moi j'ai décidé de passer, à la base c'était l'ISFA, Ok. je voulais aller à l'ISFA. Donc j'ai passé le concours de la banque BCAS, j'ai fait ISFA Euria Ok. et j'ai passé le concours de l'ESTP. Et le truc bizarre c'est qu'à la base je voulais même pas passer le concours de l'ESTP. C'est un prof avec qui j'ai discuté qui m'a dit mais enfin, vas-y quand même, on sait jamais, ça peut être pas mal. Et c'est pour ça que j'ai passé le STP. J'avais passé aussi le concours de l'INP. Ok. Non, mais c'est bien. Mais à la fin de la classe préparatoire, la deuxième année de classe préparatoire, est-ce que tu peux nous dire combien de concours est-ce que tu as eu? J'ai eu le concours de l'INP Ok. pour entrer à l'ESI. C'était mon premier choix. Ah oui. Ouais, j'ai eu le concours aussi de l'ESTP. ISFA, j'ai eu la partie écrite. Et après, j'ai pas passé les oraux. Parce que les résultats de l'ESTP étaient sortis et finalement, je voulais aller à l'ESTP. Donc, j'ai laissé tomber, le reste. Ok. Donc, ce qu'on va faire là, l'année prochaine, il y a beaucoup d'étudiants actuellement qui ont fait la première année de classe préparatoire MPSI comme toi, qui seront en deuxième année de prépa MPSI, qui seront certainement amenés justement donc à présenter le concours d'entrée à l'X Polytechnique. Quel conseil est-ce que tu peux donner à ces cadets-là aujourd'hui qui vont regarder cette vidéo et qui t'écoutent? Le conseil que je peux donner déjà, c'est de ne pas se mettre trop de pression. Parce que je pense que ça, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup souffrir en deuxième année de prépa. Okay. Ça a été très difficile, surtout à cause de déjà la pression que je me mettais et la pression des autres. Effectivement. Donc, je veux leur dire que les autres vont forcément avoir des attentes vis-à-vis d'eux. Mais il ne faut pas qu'eux-mêmes, de leur côté, ils se mettent trop de pression. Parce que trop de pression, après, c'est contre-productif. Voilà, tu peux plus, quand tu es trop stressé, tu ne peux pas donner le meilleur de toi. Ouais. Voilà. Moi, je sais, la plupart de ceux que je connais qui ont intégré l'X à mon année dans ma classe, c'était des gens très zen dans la tête. Ouais. Très zen. BT, Esli, ils étaient très zen. Franchement, ils n'étaient pas stressés comme nous autres qui étions tout le temps fait plein de choses dans la tête. On doit forcément travailler par-ci, par-là. Voilà. C'est être vraiment zen dans la tête. Vous bossez tranquillement. Le moment de vous reposer, si vous vous reposez, il faut savoir faire la part des choses. Il faut que vous ayez des moments pour vous reposer. Il faut qu'ils comprennent surtout que le repos fait partie de la préparation. C'est-à-dire que le repos, ce n'est pas un luxe que tu t'offres. Ouais. Le repos, c'est un processus. Enfin, le repos fait partie du processus de préparation. Et c'est important de trouver du moment pour se vider la tête. Okay. Parce qu'une fois que tu te vides la tête, quand tu reviens, c'est plus facile. Je pense que certains sauront, souvent quand il y a un exercice que tu n'arrives pas à trouver, tu peux rester dessus des heures et des heures. Quand tu te lèves, tu vas faire autre chose. Quand tu reviens, la réponse vient directement. Tout ça, ça montre que c'est important de se reposer, ça va marquer des pauses et tout. Okay. Ouais. Donc là, actuellement, tu es à l'ESTP Paris avec une double diplomation, justement entre l'ESTP Paris et puis Centrale Supélec. Est-ce que tu peux nous dire concrètement qu'est-ce que tu fais là-bas à l'ESTP Paris? À l'ESTP, bon, maintenant le diplôme de l'ESTP est devenu un peu généraliste en construction. Avant mon année, il y avait des spécialités. Quand tu rentres, toi, tu es soit ingénieur bâtiment, ingénieur TP, ingénieur génie électrique et tout. Mais maintenant, c'est devenu un programme commun. C'est programme grande école. Okay. Donc, quand tu finis, tu peux être ingénieur partout. Tu peux aller soit travailler dans les TP, dans ce que tu veux. Donc, le diplôme, c'est généralisé. Du coup, moi, après ma deuxième année, je voulais entrer à Centrale pour faire de la supply chain. Ok. Ouais, parce que je trouve que c'est un domaine qui intervient dans tous les domaines qui existent. Que ce soit la construction, tout ce qui est industrie,
agroalimentaire, grande distribution, transport, c'est-à-dire la plupart des défis qu'on a en Afrique en ce moment, la supply chain permet de pouvoir répondre de près ou de loin à ces défis-là. Et c'est pour ça que j'ai choisi ça. Ok. Parlant de l'ESTP Paris, tu as tout récemment été lauréate à la toute première édition du prix d'excellence de l'étudiant africain. Je ne sais pas si tu peux nous sortir le trophée pour que ceux qui ne l'ont pas encore vu puissent le voir. Bien sûr. Ok. Voilà. Wow, magnifique trophée. Vraiment, c'est très beau. Hein. Très beau, c'est très beau. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire en gros ce que ce prix représente pour toi? Franchement, c'est une fierté aussi. Bon, c'est vrai, à chaque fois, c'est le mot que je sors, mais c'est vraiment ce que je ressens. C'est une fierté d'avoir eu ce prix-là, d'avoir eu cette distinction-là. Et c'est une joie pour moi que ce soit justement le prix de l'étudiant africain. Voilà. Parce que ça montre qu'il y a des initiatives de ce côté-là et c'est vraiment à encourager. Donc franchement, c'est ça, c'est la fierté, la joie d'avoir eu ce prix-là et vraiment, c'est une motivation pour continuer, sur la voie de essayer de toujours bien faire pour notre continent et tout, et toujours garder en tête que tous les efforts qu'on fournit doivent être orientés vers le développement de ce dernier. Ok. Donc, quel est le mot que tu aimerais donner, à l'équipe d'organisation de ce prix d'excellence de l'étudiant africain? Cette initiative, c'est quoi ton appréciation? Déjà, je voulais leur dire merci. Ouais. Merci pour tous les efforts. Merci déjà pour l'initiative, pour l'idée, pour l'envie. Merci pour les efforts qui ont été abattus pour organiser ce grand événement-là. Et franchement, ils ont mon soutien. Ouais. Franchement, je vais essayer de les aider du mieux que je peux. Ouais. Même le simple fait de partager, c'est important, c'est déjà quelque chose. Yeah. Et voilà, peut-être essayer de me rendre disponible pour d'autres éditions. Voilà. Ok, c'est bien. Là, nous avons fini d'aborder ton enfance, ton parcours et tout. Si tu devais faire une synthèse de tout ce qu'on a dit jusque-là, surtout concernant ton parcours académique, qu'est-ce que tu peux dire? Un résumé de ton parcours académique de façon générale. Bon, déjà, mon parcours académique a été très, très, on va pas dire compliqué, mais voilà, j'ai toujours été guidée par l'envie de bien faire et j'ai toujours mis Dieu au-dessus. De tout. Voilà, au-dessus de tout. Et là, franchement, si je regarde en arrière, je suis très contente de ce que j'ai réussi à faire par la grâce de Dieu. Ouais. Je suis très contente et franchement, ça continue de me motiver pour la suite de ma vie. Ok, ça c'est bien ça. Donc là, nous avons fini de boucler, disons, la troisième partie et la deuxième partie qui concernait donc son parcours académique. Nous allons maintenant passer à une autre étape qui est très importante, notamment parler de Kenza quand on lui enlève justement cette casquette de fille brillante. Dis-nous, quel type de fille est-ce que tu es quand on met de côté les études? Qu'est-ce que tu fais en dehors des études? Engagement associatif ou bien tu es plutôt une fille qui, malgré, quand elle n'est pas à l'école, revient toujours en train d'étudier ou je ne sais pas? Bon, en vrai, je peux dire que je suis une personne qui se forme, qui essaie de se former assez. Oui. Voilà, que ce soit au niveau de tout ce qui est académique ou même au plan personnel. Oui. Voilà, j'essaie de me former, j'essaie d'apprendre sur l'actualité, sur l'histoire de notre continent. Oui. Parce que je pense que ça, c'est très, très important. Et c'est dommage qu'on n'en parle pas assez parce que c'est important pour nous de connaître notre passé pour pouvoir en être fiers. Souvent, ce dont on parle quand on parle d'Afrique, c'est colonisation, blablabla, voilà, les Africains sont... voilà, et tout. Alors que notre histoire est riche et il y a énormément de choses qui peuvent nous emmener à être fiers de ce qu'on est. Voilà. Et franchement, quand tu es fier de ce que tu es, prenez les Européens. Les Européens sont très fiers de ce qu'ils sont. Voilà. Et ça les aide à avancer. Ça fait que peu importe l'endroit où ils sont, ils savent, enfin, ils sont contents de connaître l'endroit d'où ils viennent. Effectivement. Voilà.
Alors que je pense que nous, c'est vrai que les choses changent ces dernières années, Ouais. mais il y a encore du travail, Encore du quoi. travail, Il y a ouais. encore du travail. Mhm. Donc, bon, voilà, c'est ça. J'essaie vraiment de me former sur tout ce qui est histoire, actualité et tout. Voilà, en tant que petite panafricaniste de mon Ouais. côté. Ouais. Voilà. Et en dehors de ça, j'aime beaucoup l'entretien des cheveux. Ok. Ouais, parce que je trouve que les cheveux, c'est notre identité et c'est Effectivement. dommage que la plupart des femmes africaines aient une relation aussi conflictuelle Ouais. avec leurs cheveux naturels. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Bon, moi, en t'entendant parler, hein, je vois plutôt une fille qui a envie de faire une carrière politique. Est-ce que c'est un message que tu nous envoies dans l'avenir? Est-ce que tu veux être quelqu'un qui est engagé dans la vie politique ou je me trompe? Bon, franchement, je sais pas trop, je suis pas sûre à ce niveau-là, je sais pas trop. Ouais. Mais je me dis que tous ceux qui essaient d'avoir un bon parcours à l'école, tout ça, c'est important on ait l'envie de nous engager aussi dans tout ce qui est politique, parce qu'au final, c'est les politiciens qui prennent les grandes décisions. Mm. Voilà. Et c'est important que des gens qui ont un profil comme ça aient envie n'aient pas peur, ne se cachent pas, aient envie de s'engager sur cette voie-là. Mais franchement, je pense pas que c'est une voie sur laquelle je me mettrai forcément. On ne sait jamais. Ouais, on sait jamais. Comme le disait Nicolas Machiavel, tout n'est pas politique, mais la politique s'intéresse à tout. Donc effectivement, nous avons bouclé avec cette troisième partie. La quatrième partie, en fait, concerne justement une série de FAQ que nous avons réalisées une série d'enquêtes que nous avons réalisées auprès de Kenza et les amis de Kenza. Justement, le but, c'est d'apprendre à connaître Kenza. Et cette partie ne sera pas animée par moi, mais par Marie-Dominique. Donc, à tout de suite. Donc, bonjour Kenza. Salut, Vraiment ça très va? bel échange avec Fritier. C'était hyper inspirant. Même moi, je me suis dit, oh, bon, j'aurais voulu être la petite Kenza. C'était trop bien. Mais avec Merci, moi, c'est j'aimerais qu'on gentil. sorte un peu de ce cadre-là, de ce cadre de major, de première des classes. J'aimerais apprendre à te connaître un peu plus. Et donc, pour ça, comme on t'a dit, on a réalisé une enquête auprès de tes proches. Et donc, je vais te poser des questions auxquelles tu vas répondre par vrai ou faux. Ok. Voilà. Et du coup, on commence par la première question. Si tu t'assois plus de 10 minutes, il y a 80% de chances que tu t'endormes. C'est vrai. Bon, peut-être si je me couche. Assise, bon. En tout cas, assise très Tu t'endors confortablement. rapidement, du coup. Ouais. Ça, Ok. c'est vrai. Tu es une personne qui dit tout haut tout ce que tout le monde pense tout bas. Vrai. Tu es le genre de personne à dire je vais juste aider 5 minutes et 2 heures plus tard, je suis encore là. Vrai. Les gens pensent que tu es trop sérieuse alors qu'en vrai, tu es une ambianceuse, quoi. C'est vrai. J'aime beaucoup taquiner. J'aime beaucoup rire. Ouais. Tu t'es déjà retrouvée dans une galère juste parce que tu n'as pas supporté une injustice. Ouais. Vrai. Tu peux nous dire. Si tu veux, tu peux nous raconter l'anecdote. Bon. Je sais pas si je peux te donner les détails. Mais en tout cas, c'était en prépa. En deuxième année. Je trouve qu'il y a certaines choses qui n'étaient pas très justes. Et justement, le fait d'avoir parlé ou d'avoir dit que j'étais pas d'accord avec ça, d'avoir montré clairement que j'étais pas d'accord avec ça, ça m'a fait me faire des ennemis, même au niveau des profs et tout. Ouais. Voilà, ouais. Donc, mais franchement, j'assume, hein. J'assume. C'est bien. Tu culpabilises quand tu prends une journée sans rien faire. Vrai. Vrai, j'aime toujours faire un petit truc, au moins, je sais pas, même en me reposant, peut-être lire un livre, en tout cas, essayer d'apprendre quelque chose à chaque fois. Voilà, Tu n'aimes pas passer ton temps à rien faire, donc Non, juste non. Non. Non, franchement, ça me dérange de rester là, comme ça, peut-être à scroller. Si je passe toute une journée à scroller ou à rester comme ça, sans rien faire, sans lire, sans peut-être travailler ou un truc comme ça me fait me sentir mal après. Wow. Tu caches très bien ton stress. Bon, ça, franchement, ça dépend. Ça dépend des circonstances. Mais je pense que oui, quand même. Ouais. Il paraît que quand tu t'engages dans quelque chose, tu ne fais jamais les choses à moitié. Ouais. J'essaie de toujours donner le meilleur. C'est pour ça que souvent, je ne prends pas trop d'engagement. Parce que je sais que je vais vouloir toujours beaucoup faire.
Voilà, et je sais que je pourrais pas forcément tout faire en même temps. Donc, j'essaie de faire juste ce que je peux, enfin, juste prendre les engagements que je peux et essayer de les honorer jusqu'à la fin. La personne que les gens pensent connaître n'est pas la vraie toi. Ouais, c'est vrai. Je pense que je suis plus à l'aise avec les gens qui sont très, très proches de moi et c'est ceux-là qui savent vraiment... Qui est Kenza. Oui. Et pour terminer, j'ai 3 questions. Donc, tu préfères qu'on te dise tu es brillante ou qu'on te dise tu es fiable? Je pense qu'on me dise que je suis fiable. Parce que être brillant, ça... Enfin, bon, si je dis ça, peut-être que ça va te faire un peu rire. Mais quand tu es brillant, c'est que tu es bien éclairé. Alors que souvent, l'intensité de l'éclairage peut diminuer. Alors que quand tu es fiable, c'est toujours le cas, tout le temps. Oui, tu es toujours fiable. Ouais. Ok. Quel est ton talent caché dont personne ne se doute? Je pense que c'est m'occuper des cheveux crépus. C'est ça. Mais je pense que ça, les gens savent quand même. Mais je pense que ça, c'est vraiment... J'ai essayé d'apprendre énormément de choses par rapport à ça. Et je pense que ça va. Franchement, j'arrive à me débrouiller dans ça. Je pense que c'est un talent. Que peut-être que tout le monde ne sait pas, mais certains connaissent. Ouais. Et la dernière question, c'est quoi tes hobbies? Déjà, la lecture. Comme je t'ai dit, prendre soin des cheveux. La musique. Écouter la musique, danser, peut-être même jouer d'un instrument. J'avais commencé à prendre des cours de violon, mais bon, après, à cause de mon emploi du temps, c'était un peu serré, donc j'ai été obligée d'arrêter après la première année, mais c'est vraiment ça. Ok. Du coup, tu danses, tu m'as dit? Bon, quand c'est la fête, hein. Ah. Ouais. Ok, merci d'avoir répondu à mes questions, Kenza. J'espère que ça va permettre à nos auditeurs de mieux te connaître. Et j'aimerais te demander, Kenza, c'est quoi ton mot de fin pour cet échange? Parce que on a appris à non seulement connaître ton parcours, connaître j'ai envie de dire une source d'inspiration carrément. Et on a aussi appris l'autre Kenza, qu'on ne connaissait pas. C'est quoi ton mot de fin? Quel conseil tu voudrais donner? Quel mot tu voudrais passer aux personnes qui nous regardent? Déjà, je voulais dire merci à toute l'équipe de Podcast. Franchement, c'était très bien. J'ai adoré les questions. J'ai passé un super moment. Franchement, merci beaucoup. Merci d'avoir pensé à moi déjà, de m'avoir invité, tout ça. Ça a été aussi un honneur pour nous, un plaisir pour nous de te recevoir, Kenza. En tout cas, merci. Et comme conseil que je pourrais te donner déjà, bon, j'ai juste 2 petits trucs. Faut jamais se limiter dans la vie. Toujours viser la lune pour au moins avoir les étoiles, même si c'est la lune qu'on veut. Et comme deuxième conseil, l'échec, c'est pas une fatalité. C'est un moyen de rebondir. C'est comme une nouvelle chance qui t'est donnée de reprendre tout à zéro. Donc, faut jamais s'arrêter à un échec. Et j'ai vu la dernière fois un documentaire qui disait, tant que tu continues d'essayer, tu vas forcément gagner à la fin. C'est un calcul mathématique qui avait été fait probabiliste, qui disait que quand on prend un arbre de choix et qu'il y a des non, des oui, non, j'arrête, oui, je continue. Tant que tu prends les oui, plus tu prends les oui, plus la probabilité augmente que tu tombes sur un succès. Voilà, donc il faut toujours continuer, toujours avancer, vraiment. Ne jamais s'arrêter à un échec parce que c'est là que c'est fini. Bon, merci Kenza pour tes mots. Donc, merci à vous qui nous avez suivis jusque-là. Si vous êtes encore là, c'est parce que l'épisode vous a parlé. Et vraiment, nous aussi, on a été très, très ravis de te recevoir, Kenza. Et on espère vous revoir bientôt avec d'autres invités de qualité, d'autres épisodes aussi de qualité. Allez, bisous, ciao, ciao.